Bonjour et bienvenue dans C'est le week-end, notre émission hebdomadaire consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Alors pour ce week-end de 3 jours qui a déjà démarré, nous vous proposons un rendez-vous gourmand au menu cognac, chocolat et pâtisserie végane avec un plateau exclusivement féminin. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Alors j'accueille autour de ces tables Monique Filiou. Vous signez l'ouvrage Femmes du cognac de l'ombre à la lumière. Il est sorti la semaine dernière aux éditions La Geste. À vos côtés, Géraldine Landier. Alors vous êtes l'une des femmes mises en avant dans ce livre. Vous êtes à la tête d'une société de négoce familiale, la SARL Rémy Landier à Rouillac. Vous êtes maître de chai et également aux manettes de la cave Chai 27 à Rouillac, toujours. Je salue enfin Aude Richard, vous êtes chef végane, photographe culinaire, autrice du blog The Green Quest. Vous venez de Saint-Sulpice-de-Ruffec, le plus petit village de Charente, avec un livre aussi, Terroir végane. Et puis, on le voit sur la table, vous avez emmené un broyé du Poitou et du toffee et vous nous apprendrez à confectionner tout ça en fin d'émission. Je vous souhaite la bienvenue et on enchaîne tout de suite avec notre premier coup de cœur de la semaine. Et ce premier coup de cœur, c'est le livre Femmes du cognac, de l'ombre à la lumière. Vous avez célébré sa sortie vendredi dernier à Cognac, Monique. C'est un ouvrage qui retrace le parcours d'une vingtaine de femmes dans l'univers du cognac. Il est illustré par Alban de Roffignac et publié aux éditions La Geste. Alors je dois préciser pour commencer que si mon nom est associé à ce livre, je n'en retirerai moi-même aucun profit. Juste, Monique, vous m'avez contactée il y a 2 ans, alors que j'étais journaliste à Cognac. Quelques semaines plus tôt, j'avais raconté dans un article que les femmes du cognac étaient en train de se constituer un réseau et que non, le cognac n'était plus une histoire d'hommes. Qu'est-ce qui vous a poussé à en faire un livre ? Alors, il y a eu plusieurs raisons. Alors, en fait, ce que vous avez fait, vous, en mars 2020, je l'ai découvert après d'avoir émis l'idée de ce livre. Et vous aviez écrit votre article « Les femmes sortent de l'ombre ». Et moi, 2 ans après, j'écris « De l'ombre à la lumière ». Ça change tout. Alors, qu'est-ce que vous racontez vous, dans ce livre, Monique ? Vous avez rencontré des femmes ? Alors oui, il y en a 28 en tout. Enfin, ça représente 26 portraits, mais j'ai 2 couples de 2 sœurs. Et j'ai décidé de parler d'elles en 4 volets pour vraiment dresser un parcours complet. Donc le premier parcours, c'est tout simplement là où elles sont nées, en quelle année. Parce que pourquoi ? J'ai choisi différentes générations. Différentes générations pour montrer justement comment, en fonction de ces différentes femmes, comment elles ont construit leur place dans cette région, qui était quand même très machiste, malgré tout, il faut bien le reconnaître, c'est un monde d'hommes, le monde du cognac est un monde d'hommes. En fait, les femmes, elles étaient là, mais elles n'avaient pas de reconnaissance visuelle. Les femmes ont une reconnaissance depuis pas mal d'années déjà, qui est à la fois juridique, administrative, mais dans les états d'esprit, ils n'ont pas encore, et il y a encore beaucoup à faire. Donc, où elles sont nées, quand elles sont nées, et quels étaient leur environnement familial, pour savoir s'il y avait déjà une accroche, justement, viticole ou agricole. Et pourquoi elles sont là aujourd'hui ? Ça, c'est le premier paragraphe. Comment elles sont arrivées là ? Le deuxième paragraphe, c'est justement leur environnement professionnel et aussi familial. Donc, comment elles ont pris leur place et aujourd'hui, comment elles se sentent dans ce monde, quels sont leurs hobbies, leurs passions, leurs envies, leurs déterminations et aussi leur vie familiale à travers tout ça, parce que les femmes ont aussi à s'occuper beaucoup de cette vie familiale. Le troisième volet, c'était leur savoir-faire. Ça, c'était absolument indispensable. C'est leur montrer toutes leurs compétences et elles savent absolument tout faire. On peut les découvrir ici, donc de la vigne jusqu'aux personnes cavistes, en passant par la maître de chai, passant par distillation, passant par la tonnellerie, la courtière en eau de vie. On va les découvrir absolument toutes. Je veux dire, quand on a lu tous ces portraits, on sait tout sur le cognac, absolument tout. Donc ce sont des femmes, 28 femmes, à travers les 2 Charentes et à travers plusieurs générations. Absolument, en fait. Plusieurs générations, tous les crus et toutes les activités liées au cognac. Alors Monique, vous êtes vous-même une de ces femmes du cognac. Durant 38 ans, vous avez assuré la partie commerciale et la communication de la maison Jean Filiou à Juillac-le-Coq. Est-ce que vous-même, vous avez souffert de remarques sexistes ? Est-ce que ça a été dur pour vous d'évoluer dans ce milieu d'hommes ? Moi, pas du tout. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème, depuis toute petite. Je pense que j'avais assez de caractère pour ça. Donc, je laissais faire les gens. Donc, ça m'est arrivé, peut-être parce que j'étais jeune, plus que, pas du tout femme, mais quand j'ai commencé à travailler avec la clientèle de mes beaux-parents, bon, c'était des gens aussi qui avaient un certain âge, moi j'étais toute jeunette, j'avais quand même 24-25 ans quand je suis arrivée en 1977 de Paris,
Et j'ai laissé les gens venir à moi. Hein. En fait, comme je disais il y a pas très très longtemps à un autre journaliste, j'ai attendu qu'ils viennent me manger dans la main et après c'est moi qui ai mené la danse, tout simplement. Alors pour certaines, on se rend compte quand même que dans ce livre, ça a été très dur et je pense notamment à Marilyn Ardouin qui est courtière en vin et eau de vie à Barbezieux. Quand elle était jeune, elle voulait s'installer sur l'exploitation familiale. Son père a préféré son frère parce qu'il considérait, lui, qu'une femme devait être prise en charge par son mari. Ouais. Et puis son premier mari, justement, l'a laissée à l'écart de ses propres activités viticoles pour qu'elle s'occupe des enfants. C'est moins dur pour les jeunes générations aujourd'hui ? Oui, j'ai vraiment l'impression. Et j'ai aussi l'impression, mais ça viendra peut-être dans le cadre d'une étude sociologique plus approfondie un petit peu plus tard, pour 2023, que dans ces régions où il y a quand même une très belle dynamique économique, et à Cognac, on a quand même cette dynamique, il y a une grande ouverture d'esprit quand même sur l'exportation, et toutes ces jeunes femmes, en fait, elles ont voyagé. Donc elles sont revenues avec une ouverture d'esprit qui, elle, leur a permis de s'ouvrir dans cette région, de prendre leur place. Et j'espère que ça va servir à d'autres jeunes femmes de se dire « moi aussi je peux le faire ». Et c'est en fait le but de ce livre. Et Géraldine, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est moins dur pour les jeunes générations ? Je pense qu'effectivement c'est moins dur. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. C'est pas tout gagné en fait. On se rend compte en étant au contact au quotidien de plus jeunes femmes qui veulent aussi s'installer et tout ça, on se rend compte qu'elles ont quand même quelques barrières encore à faire tomber. C'est quoi les barrières ? Je pense qu'il y a toujours des a priori. Je pense qu'on doit toujours... on doit être parfaite. Patte de velours, en fait. Hein. Ouais. On sent qu'on est quand même des femmes et qu'on doit faire patte de velours dans nos interactions. On chancait ces femmes quand même une main de fer dans un gant de velours. C'est ça. Moi, c'est tout à fait comme ça que je les qualifie. C'est exactement ça. Vous, Géraldine, vous avez intégré la maison familiale Rémy Landier en 2019. Mais le vin et les spiritueux, ça a toujours été votre truc. Oui. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Alors, déjà, moi, je suis née dans une famille de producteurs. On est producteurs depuis 1890. C'est vrai que je suis 5e génération. Donc, voilà, j'ai quelques ancêtres derrière moi. Et je dois dire que moi, dans l'histoire de ma famille, les femmes ont été importantes. Okay. C'est une femme qui a apporté la vigne. C'est cette même femme qui distillait. Il y a une génération comme ça qui était très présente, mais qui était totalement occultée et dans l'ombre de son mari. On a oublié son nom de famille, on a tout oublié. Et ma grand-mère même, avec qui j'ai grandi, moi, en partie, évidemment, ma mère était très présente, et ma grand-mère qui était agricultrice, viticultrice et tout ça, pareil, mais dans l'ombre, effectivement, de mon grand-père, qui avait aussi une vie publique et tout, donc on était la femme d'eux ou la fille d'eux. On était la femme d'eux, la fille d'eux, et ça, c'est très récent, notre position, celle qu'on peut tenir aujourd'hui, et merci, tant mieux, mais c'est très récent. Alors, merci à ma maman, là, je tiens à le dire, parce que je pense qu'elle, par contre, c'était une femme déterminée et qui m'a vraiment élevée dans le sens de t'es une femme, tu dois gagner ta liberté, ça passera par l'éducation et le travail. Donc vous n'êtes pas seulement la fille de... Exactement. Exactement. Donc je l'ai dit, vous avez fait des études dans le vin et les spiritueux. Avant d'arriver dans le cognac, vous avez travaillé dans le whisky. Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux milieux où le whisky c'est aussi macho que le cognac ? C'est aussi macho que le cognac. Okay. Les femmes ont eu aussi besoin de faire leur livre sur les femmes du whisky. Il y a tout autant... c'est exactement... Je pense que sous nos latitudes, on rencontre les mêmes problématiques à ce niveau-là. Et après, il y a des femmes qui sont arrivées maîtres de chez, qui ont été vraiment mises en avant ces dernières années, sur les 15-20 dernières années. C'est net, elles sont là, elles sont bonnes. On les met pas là parce que ce sont que des femmes non plus, il faut faire attention à ça. Elles ont des grandes compétences et elles font avancer les choses. Et il y en a dans notre industrie, que ce soit cognac, whisky, rhum et tout ça, il y en a de plus en plus. Ouais. On en a plus parlé chez les champagnes parce qu'il y a beaucoup de veuves. Voilà. Alors, elles ont bien pris leur place. Ça fait 3 ans que vous êtes revenue en Charente. Est-ce que vous avez trouvé votre place ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore parfois compliqué de vous imposer ? Oui, je pense que j'ai trouvé ma place. J'ai mon territoire. Et après, il y a certains territoires, je dois le dire, où honnêtement, je fais encore ce que j'appelle patte de velours. C'est-à-dire où j'ai affaire à beaucoup d'hommes. Par exemple tout ce qui est avec la viticulture, très masculine, avec des générations plus anciennes, où là, je m'adapte. D'accord, ok.
Par contre, je suis comme Monique, moi je n'ai jamais eu, ça je dois le dire aussi, mais ça c'est peut-être une force de caractère, je n'ai jamais eu de soucis en tant que femme, oui, je n'ai jamais ressenti de réflexion, ou alors ceux qui ont essayé, ça n'a jamais pu aller très loin. Ouais. Et je pense que c'est aussi aux filles, nous on doit avoir ce message envers les filles, des filles qui seraient peut-être plus réservées, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir... Mais je pense qu'on a bougé, on a fait des études, voilà. Et je pense qu'on a été très professionnels, je pense qu'on a vraiment montré qu'on avait des compétences, et ça c'était incontestable. Alors, je vais en revenir au livre. Monique, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué au gré de la vingtaine d'interviews que vous avez menées ? Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces femmes ? Alors, le point commun, justement, c'était prendre leur place. Ça, c'est vraiment leur point commun. Que ce soit pour des raisons patriarcales, familiales, ou que ce soit pour des raisons ou des raisons de machisme ambiant, hein, évidemment. Mais après, elles sont absolument toutes différentes. Et c'est ce qui est extraordinaire, justement, à la lecture de tous ces portraits. Même quand j'ai 2 distillatrices, quand j'ai 2 maîtres de chai, quand j'ai 2 personnes qui ont l'air de faire la même chose, par exemple, entre Émile l'américaine ou Louisa la brésilienne, mais ce sont des tempéraments différents. Et ce qu'elles font, elles le vivent de façon complètement différente. Elles ont un ressenti complètement différent. Et c'est ce qui permet dans ces portraits de découvrir des choses vraiment sur chacune d'entre elles, sans aucune répétition. Alors, chacune de ces femmes livre un coup de cœur pour un plat, une recette, une balade. Vous, Géraldine, votre coup de cœur, c'est un souffleur de verre. C'est celui qui vous fait vos flacons. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de ce souffleur de verre ? Alors oui, c'est un artisan, un artisan d'art même, qui est situé en Dordogne, à Issy-Jacques. Et en fait, on travaille avec son atelier depuis les fins des années 70, début des années 80. Aujourd'hui, je travaille avec le fils, donc on est de la même génération, on a à peu près le même âge. C'est mon père qui avait commencé le partenariat fin des années 70. C'était un meilleur ouvrier de France, qui a claqué la porte d'une grande cristallerie très connue quand il était jeune et qui a lancé son atelier dans ces mêmes années. Et quand il s'est lancé, il avait besoin de travailler, de lancer son atelier, et on est tombé d'accord à l'époque sur ce flacon qu'on a gardé, qui est vraiment emblématique. Ce sont des flacons uniques, du coup. Uniques. Tous les flacons sont soufflés bouche pour notre XO, dans lequel on met un liquide, un assemblage avec de très vieilles eaux de vie. Et c'est vraiment... On fait aussi des flacons plus spécifiques avec lui. On commence à développer d'autres produits sur des choses beaucoup plus premium, j'ai envie de dire. Mais non, là, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir travailler avec des vrais artisans sur des circuits courts. C'est quelqu'un qui est à 2 heures de chez nous, avec qui on peut vraiment collaborer. C'est du sur-mesure, on est vraiment sur des produits très haut de gamme, mais c'est des savoir-faire uniques. On ne peut pas faire ça avec un verrier traditionnel, c'est pas possible. C'est unique, c'est français, c'est 100% français. On répond à plein de critères, et moi, je défends ces artisans, et je pense qu'il faut vraiment les défendre et les soutenir, parce que malheureusement, il y en a de moins en moins. Oui. On en forme de moins en moins. C'est des métiers qui sont quand même physiquement, qui sont assez durs. Ils sont pas souvent accompagnés, ils n'ont pas de gens pour faire leur communication, comme là j'ai la chance de pouvoir le faire. Ils sont dans leur atelier, ils n'ont pas le temps de faire du marketing et de la communication. Et alors qu'il faudrait vraiment se pencher et développer ça. Géraldine, est-ce qu'il y a du neuf concernant ce réseau de femmes qui devait voir le jour il y a 2 ans ? Est-ce que vous vous êtes revue avec les femmes du Cognac ? Alors, il y a eu le Covid entre-temps. Il y a eu le Covid, malheureusement. Je pense que ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde à ce moment-là. On a fait, je crois que c'est l'année dernière, on avait chez Axel. Exactement, chez Axel, dans sa cave à Saintes, Axel Gros-Perrin. Oui. Et c'est vrai qu'après... Là, on est typiquement en retour d'activité, en pleine activité. Comme le disait si bien Monique, on a de l'activité, et tant mieux. Donc, je pense qu'on est très, très prise. On a aussi des familles, parce qu'on reste des femmes. Donc, on est doublement prise. Voilà. Ce que j'appelle des femmes couteaux suisses. Voilà, c'est ça. Et je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est justement, et pour les femmes en général, là, je parle vraiment, c'est pas que les femmes du Cognac, c'est toutes les femmes aujourd'hui, c'est comment arriver à avoir ces multiples vies. Être entrepreneur, être mère de famille, assurer tout, l'associatif. Moi, je fais partie d'une association. Voilà, on a chacune, et à un moment donné, comment on arrive
Parce qu'il ne faut pas lâcher. Je pense que l'association des femmes du cognac, comme on l'avait un petit peu initié, je pense que c'était une très bonne idée. Et on en a reparlé avec les 2-3 personnes qui lidaient un peu le projet. Et je pense qu'on va refaire des choses l'année prochaine. Très bien. Alors Monique, vous serez en dédicace le week-end prochain au Salon Littérature Européenne de Cognac. Et puis le suivant au Salon Talent de Femmes, encore à Cognac. Je vous remercie toutes les deux et on passe à la suite. Merci Julie. Merci Julie. Et l'on prend la direction de l'espace Lunès où le Lions Club Angoulême Renaissance organise le Salon du chocolat tout le week-end. Une vingtaine d'exposants seront présents. Ce sera aussi l'occasion de découvrir 6 pièces en chocolat réalisées par les élèves de l'Amandier. À Saint-Thierry-Ex, une partie sera vendue aux enchères et nous nous sommes glissés dans les coulisses des derniers préparatifs. Explication de Christophe Huchet, le professeur, dans un reportage signé Renaud Joubert. Ce projet date d'il y a 15 ans. En fait, le Lions Club m'a contacté il y a 15 ans pour... elles commençaient juste, ces femmes, à mettre en place ce salon. Elles m'ont contacté pour avoir une idée, pour dynamiser un peu ce salon et l'agrémenter. Donc on a commencé par fabriquer des pièces en chocolat. À l'époque, ça se passait à l'hôtel de ville, dans le salon des mariages. Et au fil des temps, on a évolué et on a fait des pièces de plus en plus belles, je trouve. On a 12 élèves dans cette section, donc c'est une mention supplémentaire cuisinier en dessert de restaurant. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais travaillé le chocolat avant le mois de septembre. Donc on les a récupérés en septembre et en 2 mois, il a fallu leur apprendre à travailler le chocolat, à le mettre au point et à créer les sculptures qu'ils ont créées aujourd'hui. 2 jours pour la fabrication pure et une journée aujourd'hui pour le monter. Alors nous allons pouvoir voir ces sculptures ce week-end au Salon du Chocolat, le 12 et 13 novembre. Elles seront exposées et le public devra voter pour les départager. Donc cette année j'ai eu une idée de mettre en valeur le travail des élèves et aussi pouvoir faire un don supplémentaire à Alzheimer. Et donc ces pièces vont être mises en vente aux enchères. Il y en a 4 qui vont être mises en vente aux enchères donc dimanche dans l'après-midi. Je pense que la mise à prix sera à peu près de 50 €, ce qui représente à peu près le poids brut de chocolat. Ce chocolat est entièrement comestible. Tout est comestible bien sûr à part le stock et lui est en polystyrène. Le Salon du Chocolat, c'est donc à l'espace Lunès samedi de 11h à 18h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 2 €, c'est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans et les bénéfices seront reversés à l'association France Alzheimer Charente. On note aussi que le festival Bisous se poursuit à la nef d'Angoulême avec le concert de Vitalik ce vendredi soir qui affiche complet. Mais ceux qui n'ont pas leur place pourront se rattraper demain avec la soirée de clôture. Il y aura au programme Tilacine, Flosso et La Sueur. Et Soyons Fous d'Humour organise aussi sa soirée Jeunes Talents ce samedi soir à Ruelle-sur-Touvre. Et on poursuit cette émission avec Aude Richard, chef vegan, qui est donc venue avec un broyé du Poitou et du toffee. Vegan donc aussi. Qu'est-ce qui change par rapport aux recettes classiques dans ce que vous nous avez emmené aujourd'hui ? Pour ici, pas grand-chose, puisque en fait le broyé du Poitou, c'est quand même du beurre normalement, et de la farine et du sucre, et un peu de cognac ici. Donc ici, on a juste remplacé le beurre par de la margarine. Margarine qui quand même a été inventée sous Napoléon, qui cherchait en fait un aliment moins cher que le beurre pour nourrir ses troupes sur les fronts, et que ça soit quelque chose de nourrissant. Donc la margarine, ça remonte à loin. Et le toffee, donc, qui est une petite gourmandise ici de Noël anglaise. Ici, c'est du caramel. Donc le caramel est fait avec du sucre et de la margarine. Et il y a des petites noisettes et du chocolat. Chocolat, tant qu'il n'y a pas de lait dedans, tout va bien. Donc ça ne change pas le goût ? Non. Et ça ne change pas la manière de le préparer, juste on utilise la margarine à la place du beurre. Ça ne change rien. À partir du moment où on va inclure des œufs dans une recette, du coup en vegan il n'y a pas d'œufs, là ça peut changer le processus. Mais sinon, ça reste assez simple pour ces deux préparations. Donc pour faire ce beau broyé du Poitou, on fait comment Est-ce que vous pouvez nous donner la recette ? Tout simplement, on mélange ensemble de la farine avec du beurre pommade, du sucre, du sel et du cognac. Donc, et quand on vous mélange dites beurre, c'est la margarine. Oui, pardon, moi je dis toujours ça, mais oui, de la margarine évidemment. Donc margarine, farine, sucre, sel, cognac.
Et on mélange tout du bout des doigts pour bien avoir un effet sablé, puisque si on mélange trop la farine de blé, on développe le gluten et du coup on n'a plus quelque chose de cassant. Donc là on a un gâteau sec, on n'a pas un gâteau moelleux. Et ensuite on presse tout dans un moule et on met au four. Combien de temps? 20 minutes, première 20 minutes, on redore ensuite, puisque la dorure, oui, il y a une dorure qui n'est pas faite à l'œuf. À l'œuf, du coup? Qui n'est pas faite à l'œuf. La dorure est faite à base de crème végétale de soja et de sirop d'érable ou de miel vegan. Moi, j'utilise le miel de pissenlit que je fais maison, donc qu'on appelle cramayotte traditionnellement. Et c'est tout. Donc on mélange ça ensemble et ça fait une belle dorure comme un jaune d'œuf. Ok. Quand est-ce que vous êtes devenue végane, Aude? Bonne question. Je crois que ça fait maintenant 5 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir? Je suis devenue végane aux Pays-Bas. Donc j'ai habité 2 ans aux Pays-Bas. Et j'étais déjà végétarienne à l'époque. Et je sais pas ce qui m'a pris un 31 décembre. Donc au jour de l'an, je me suis regardé un bon documentaire sur les animaux, les abattoirs, etc. Donc parfait comme soirée du Nouvel An. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai dit là, j'arrête tout. Enfin, j'arrête tout, plus que les œufs, en fait, il me restait. Oui. Et le fromage. Mais comme j'habitais aux Pays-Bas, le fromage n'était pas spécialement top. Donc ça fut très simple pour l'arrêter aussi. Donc aujourd'hui, vous êtes chef végane. Vous faites des photos de vos plats. Vous faites aussi des photos d'autres plats. Oui. Et vous proposez des ateliers cuisine à l'autre ferme à Cherf-Châtelard. Comment ça se passe? À quelle fréquence ils ont lieu? Comment on fait pour y participer? Donc cette année, on a encore 2 ou 3 cours qui restent. Donc il va y avoir le cours de Noël, donc qui dure 3 heures. Donc on prépare ensemble de l'entrée jusqu'au dessert, même les boissons, et on mange tous ensemble. Ensuite, on visite l'autre ferme, qui est un écolieu qui recueille les animaux d'abattoir. Donc elle a 50 à 60 animaux en tout, et c'est beaucoup de boulot pour elle. Et c'est vraiment un lieu magnifique. Donc on est une 12aine de personnes et puis voilà, on fait ça tous ensemble. Ok. Et alors vous êtes aussi venu avec votre livre Terroir Vegan qui est paru aux éditions Solar à la fin du mois de septembre. Alors vous proposez 80 recettes, je crois bien? C'est ça, un tout petit peu plus de 80, il y a marqué 80 mais en vrai il y en a un petit peu plat, plus. Dessert, entrée? Entrée, plat, dessert, soupe, boulangerie et aussi condiments, donc justement cramayotte, des pickles, de la mayonnaise vegan, donc sans œufs, voilà. Votre recette préférée? Bonne question. Je dirais les tomates farcies, peut-être. Okay. Ouais. Farcies à quoi, du coup? Ici, on fait un mélange. Attendez que je me souvienne. On fait un mélange normalement haricots rouges et d'autres choses. Donc, en fait, dans ce livre, ce que je souhaitais mettre en valeur, c'était bien sûr les produits locaux et les producteurs locaux aussi. Puisque en fait en France on a beaucoup de produits végétaux, donc tout ce qui est légumes bien sûr, fruits, mais aussi légumineuses. Et ça on oublie qu'il y a des années, à la période de nos grands-mères peut-être, on mangeait 7 fois plus de légumineuses qu'actuellement. Et la viande était quelque chose d'exceptionnel. Ça restait un plat peut-être une fois par semaine, mais on n'en mangeait pas tous les jours. Et je pense que remettre au centre ces légumineuses, qui sont aussi des aliments qui coûtent très peu cher, permet aussi de se relier, je pense, aux produits français en général. Très bien. Puis il faut retrouver des protéines au travers des légumineuses. Oui, bien sûr. C'est ça, hein, quand on enlève la viande, il faut retrouver des protéines de toute façon. Bien sûr. Il n'y a pas que les légumineuses, bien sûr, mais pour les protéines, mais ça en fait partie. Et je pense que c'est quelque chose de très sous-coté actuellement. Parce que on a toujours un peu les lentilles au petit salé, peut-être. Ouais. Voilà, ça fait pas très envie. Bon, quand même. mais ça peut être. Mais les légumineuses peuvent être sexy et peuvent être aussi déclinées sous beaucoup de versions. Bon, eh bien, on va s'arrêter sur les légumineuses sexy alors. Je vous remercie toutes les trois d'être venues sur notre plateau. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, profitez bien, bonne soirée et bon week-end à tous.